voyez, je ne sais pas si vous entendez, peut-être un peu trop, enfin, ce que vous voyez, l'Assemblée nationale, les projets de loi sont présentés comme ça. Présentés le 7 juin 2016. C'était vraiment la dernière journée de la session. C'est présenté par le ministre Arcand. La position de principe a été adoptée le 6 octobre 2016. Sur division, si on peut dire, parce que la CAQ et le Parti québécois désiraient que le projet de loi soit scindé en plusieurs parties, ce qui n'a pas été fait. Finalement, elle a été adoptée le 9 décembre 2016. Ça s'est passé toute la nuit, jusqu'au 10 au matin, sanctionné le 10 décembre 2016. Fait qu'est-ce qu'on retrouve dans cette loi-là? Je l'ai à l'avance, ça comporte 80 pages, mais la très grande partie, c'est la loi sur les hydrocarbures qui apparaît à l'article 23 du projet de loi 106. On l'a appelé le cheval de Troie parce que le titre de la loi sur la politique énergétique 2030, ça ne disait pas grand-chose, sauf que quand on arrive ici, édiction de la loi sur les hydrocarbures, là, ça devient clair. La loi qu'on attendait depuis 2009 avec Mme Normando est arrivée au mois de juin 2016. Donc, l'article 23, la loi sur les hydrocarbures dont le texte figure au présent chapitre a été dicté. Ça ne peut pas être plus clair que ça. L'article 1 de cet article 23, donc, l'article 23 comporte plus de 260 sous-articles. Elle dit qu'on va régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la récupération optimale de la ressource. C'est quand même un concept important. Récupération optimale de la ressource. Ça veut dire qu'ils veulent en laisser le moins possible sous terre. Donc, qui dit en laisser le moins possible, dit fracturation tout azimut. Bon, dans le respect du droit de propriété, etc., et surtout en conformité avec les cibles de réduction des gaz à effet de serre établis par le gouvernement. Là, je ne sais pas comment ils peuvent aller plus loin que l'article 1, mais ils ont quand même tout développé, et puis il va y avoir des règlements à venir. Moi, je ne vois pas comment on peut diminuer nos gaz à effet de serre avec une industrie fossile qui ne peut que contribuer à l'augmentation des gaz à effet de serre. Bon. Il y a à l'article, il y a eu un amendement au mois de novembre 2016 parce que les Autochtones, le mot autochtone n'apparaissait nulle part dans le projet de loi sur les hydrocarbures. Il apparaissait un petit peu dans la loi sur les mines, il n'apparaissait pas du tout dans la loi sur les hydrocarbures et les partis d'opposition, on pourrait dire c'est surtout le Parti québécois, a poussé le gouvernement pour qu'il amende sa loi et finalement on a eu droit à un article nouveau qui porte maintenant l'article 5 qui dit que la présente loi doit s'interpréter de manière compatible avec l'obligation de consulter les communautés autochtones. Compatible, c'est pas conforme. Hein? Compatible, ça dit simplement que c'est pas contraire à la loi. Le gouvernement consulte les communautés autochtones de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent. C'est vraiment pas grand-chose. Mais il se disait, on ne veut pas que ça apparaisse dans la loi parce qu'on a quand même cette obligation-là constitutionnelle. Donc, ce n'est pas nécessaire de le mettre dans chacune des lois. C'était de cette manière-là que le ministre Arcand débattait son point à l'époque. Autre chose, article 7, les questions de découverte. Toute personne qui découvre dans son terrain du gaz dont le débit est continu, doit, avec diligence, en aviser le ministre par écrit, ainsi que la municipalité. Bon. Ça, j'ai essayé de savoir c'était quoi un débit continu, y a-t-il un pourcentage, une règle qui nous permet de le définir, on n'a jamais réglé. Mais, chose certaine, c'est que si vous avez des petites bulles sur votre terrain au printemps, il vaut peut-être mieux alerter le ministère, surtout si ces petites bulles-là s'enflamment. Donc, le problème avec ça, c'est que ça va apparaître dans un registre, éventuellement. Et là, vous allez être pris avec ça lors de la vente du terrain. Autre chose sur les puits anciens. Toute personne qui découvre dans son terrain un puits doit en aviser le ministre
Le ministre inscrit au registre foncier une déclaration faisant état de la localisation du puits, etc., etc. Donc, là aussi, on sait qu'il y a peut-être 1 millier de puits orphelins au Québec. S'il y a des anciens puits qu'on découvre à quelques pieds dans la terre, eh bien là, vous allez être forcé d'alerter le ministre. D'alerter le ministère, j'ai découvert un puits. Comment savoir que c'est un puits de gaz et non pas un puits d'eau potable, ça c'est autre chose. Mais là, vous n'avez quand même pas trop de chance à prendre selon l'article 8. Article 13, les exclusions. Qu'est-ce qui ne fait pas partie du domaine des hydrocarbures? Bien, très peu de choses. Ne peut faire l'objet d'une licence un site géologique exceptionnel à la grandeur du Québec, il n'y en a même pas une dizaine, je crois, il n'y en a aucun dans la MRC. Ou un terrain utilisé comme cimetière visé par la loi sur les activités funéraires ou comme cimetière autochtone. Bon, les cimetières que nous avons, on peut quand même les localiser. Je ne sais pas si l'article permet qu'il y ait une branche horizontale de puits en dessous, mais chose certaine, c'est qu'on ne peut pas forer au travers du cimetière. C'est très très peu d'exclusion quand on y pense. Il y a la question autochtone qui revient. Et là aussi, on a essayé de savoir est-ce qu'il y a un inventaire des cimetières autochtones? On en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un cimetière autochtone? Est-ce que c'est là où il y a des sépultures, etc.? La loi n'est pas très claire à ce sujet-là. Les droits. Article 15. Les droits d'exploration, de production et de stockage conférés au moyen d'une licence constituent des droits réels immobiliers. Donc, c'est comme si les permis que je vous ai montrés tout à l'heure de 200 km² et plus, chacun de ces permis-là vaut son pesant d'or parce qu'ils sont cessibles. Une compagnie peut se présenter auprès de son banquier et dire « Regardez, j'ai ce permis-là, j'ai telle valeur dans le sous-sol, prêtez-moi de l'argent. » Ils peuvent le faire. Ils peuvent le vendre à d'autres compagnies, faire des ententes entre eux. Donc, c'est là-dessus que se fait le business du gaz de schiste au Québec depuis des années et des années. C'est sur cet article-là, qui apparaissait déjà dans la loi sur les mines, qui dit que c'est un droit réel immobilier. Article 18, l'exploration. Le ministre tient compte, dans le choix du territoire visé, par un processus de mise aux enchères des demandes qui lui sont adressées concernant l'exploration. Ici, ça ne fonctionne pas parce qu'un territoire qui fait l'objet d'une licence d'exploration ne peut faire l'objet d'une mise aux enchères. Donc, partout où il y a des permis, donc entre Montréal et Québec et ailleurs, ça ne sera pas mis aux enchères parce qu'il y a déjà un permis. C'est ce que l'article 18 dit. Article 26, la licence d'exploration donne à son titulaire le droit d'extraire des hydrocarbures et d'en disposer, ou d'utiliser un réservoir souterrain pour une période d'essai. Dans le cas du gaz de schiste, la période d'essai est de 365 jours. Le gouvernement détermine par règlement, je l'ai mis en rouge, la durée et les conditions d'exercice de cette période d'essai. Ça, on retrouve ça dans de nombreux, des dizaines et des dizaines d'articles de la loi. Le gouvernement détermine par règlement. Donc, on a les grandes lignes, mais le détail, là, le diable se cache souvent dans les détails, on les a vraiment pas avec le projet de loi qui est devenu loi maintenant. La licence, autre chose. La période de validité d'une licence est de 5 ans. Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement. Donc, moi, quand j'avais lu à l'époque l'article 27, je ne m'attendais pas à ce que je vois dans un rapport de Quester que les licences tiennent jusqu'en 2023. Ça colle pas comme on dit. Qui peut acheter ça? Pardon? Qui peut acheter ça, ces licences-là? Toute compagnie le moindrement sérieuse qui peut démontrer qu'il pourra faire des travaux à hauteur de quelques milliers de dollars sur le territoire en question. Les municipalités pourraient le faire. Je ne crois pas qu'il y ait de précédent, mais une municipalité pourrait le faire parce que je crois qu'un citoyen aussi pourrait le faire. Oui, je crois que c'est possible de le faire, mais je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Parce que ça serait facile à ce moment-là de les vendre, de ne pas les exploiter. Oui, il y aurait peut-être. L'idée n'est pas nouvelle, l'idée est là depuis des années et des années. Ça s'est fait à Dupont.
c'est là où ça s'est travaillé plus, ce concept-là. Mais je crois que là aussi, il faudrait être certain qu'on puisse se faire. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Pour le comité de suivi, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un permis d'exploration, il est supposé avoir un comité qui est formé par le titulaire, donc par la casière. C'est lui qui détermine les personnes qui sont présentes dans ce comité-là. Donc, il y a quelqu'un du milieu agricole, il y a un citoyen, il y a quelqu'un du milieu économique, etc., etc. Et tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe. Donc là, on avait un problème avec Anticosti, parce qu'à Anticosti, il y a beaucoup de permis, mais il y a très peu de personnes. Donc, il y a comme impossibilité de former des comités de suivi. Donc, le gouvernement détermine par règlement les modalités relatives à ce comité. Puis, ce qu'on peut lire par après, c'est que le ministre peut déterminer, peut voir à ce que prévoit le titulaire soit en accord ou non avec les visées du ministère, et ce qui fait en sorte que le ministre peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de comité de suivi, s'il le juge opportun. Donc, on a un comité de suivi, ça ne fonctionne vraiment pas en Anticosti, ça ne fonctionne pas en Gaspésie, je ne vois pas pourquoi ça aurait fonctionné ailleurs. Mais enfin, c'était l'article 28. L'accès au territoire, le titulaire d'une licence d'exploration a droit d'accès au territoire qui en fait l'objet. Donc, Castel a droit sur le permis de PG quelque chose, PG pour pétrole et gaz, sur 200 km², qui a droit au territoire, et s'il veut forer, il peut forer. Sauf que ce qui a été rajouté dans la nuit du Bayon, à force de demandes et de demandes répétées, de la part de la CAQ et du Parti québécois et du Québec solidaire, c'est que, avant, dans l'ancienne formulation, le titulaire obtient l'autorisation écrite du propriétaire ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au territoire et exécuter ses travaux. Et ce qu'on a rajouté pendant la nuit, à défaut de cela, le titulaire ne peut accéder au territoire. Avant, le titulaire, donc la gazière, pouvait marcher sur votre terrain, pouvait forer sur votre terrain, sans que vous ayez vraiment votre mot à dire. Bien, maintenant, vous pouvez avoir votre mot à dire. C'est comme à l'époque de vous n'entrerez pas chez nous. Vous signez un formulaire de refus et la compagnie ne devrait plus trop vous achaler parce que pour accéder à l'endroit où elle veut forer, elle a besoin de votre terrain, de votre sol. Donc, heureusement, là, on a comme ce que j'ai appelé un game, en fait, par rapport à l'ancienne loi sur les mines. C'est la même chose. Le Code civil du Québec, bon, je vais aller là-dessus, je vais passer un peu plus vite. L'expropriation. Ça, c'est un article qu'on a parlé beaucoup pendant l'étude du projet de loi. Et ce que ça dit, c'est qu'à défaut d'entente, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le titulaire à acquérir ses droits réels ou ses biens par expropriation. Ça, c'est l'ordre de la production. Donc, lorsque le puits est fracturé, raccordé, donc on tombe de l'exploration, on fracture à l'étape d'exploration, à l'étape de production, on raccorde au gazoduc ou à l'oléoduc, le cas échéant, et là, on peut exproprier à cette étape-là. Sauf que pourquoi diable exproprier si on a une plateforme il y a déjà eu une entente avec le propriétaire et que ça demande très peu d'espace sur le territoire. Ça pourrait même être un espace loué dans un parc industriel ou ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on exproprie? La question d'expropriation, je ne crois pas qu'elle se pose au Québec. Elle ne se posera pas. On n'a pas besoin d'exproprier les gens. Donc, cet article-là est là quand même, au cas où il y aurait besoin d'exproprier la personne. La complétion, bien là, la complétion, ça change un peu. La complétion, c'est justement quand on tombe en production et qu'on achemine le gaz dans les pipines. Et bien là, c'est écrit, sauf s'il procède par fracturation, le titulaire de licence qui complète un puits par simulation physique, chimique ou autre, doit être titulaire d'une autorisation de complétion. Là, il y a beaucoup de mélange de termes. On ne sait plus ce que ça veut dire une fracturation versus une simulation chimique ou physique. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi les deux? On sait que parfois il y a des acidifications, il y a des fracturations à l'acide. Bon, dans quelle catégorie ça tombe, c'est pas clair. Sauf qu'à force encore là de questionner le ministre,
il en est venu à une autorisation de complétion et également une autorisation de fracturation. Et quand, pendant la nuit, est apparu, ce qui est maintenant l'article 87, 88, 89, est apparu le mot fracturation, au moins les gens se sont dit, enfin le ministre a eu le courage d'utiliser le vrai terme que les gens connaissent et le vrai terme technique qui est celui de fracturation. Donc, dans le projet de loi sur les hydrocarbures, ce n'est pas un projet de loi anodin car il permet la fracturation. C'est ce que ça dit. Le ministre octroie l'autorisation de fracturation au titulaire d'une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits, etc., etc. Donc, on a simplement un autre formulaire que la compagnie devra remplir. Oui, je termine, ce ne sera pas long. La facilitation, article 138. Il y a des termes quand même dans la loi sur les hydrocarbures, dont celle-ci. Pour faciliter l'exercice de toute activité relative à l'exploration, à la production et au stockage d'hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Donc, la compagnie gazière reçoit un cadeau parmi d'autres dans cette loi. Pour ce qui est des prélèvements d'eau, c'est un peu la même chose. Donc, autre chose qui concerne les municipalités, ce sont ici ce que j'ai appelé les droits acquis. Tout hydrocarbure se trouvant dans un territoire incompatible avec l'exploration, la production et le stockage d'hydrocarbures, délimité dans un schéma d'aménagement, etc., est soustrait à toute activité d'exploration, de production et de stockage. Mais là, la NRC va devoir prouver que les activités gazières ou pétrolières compromettent la viabilité d'autres industries, d'autres usages du territoire. Donc, c'est une démonstration que doit faire la NRC. Et surtout, ça dit que le premier alinéa ne s'applique pas aux hydrocarbures dont l'exploration, la production ou le stockage est déjà autorisé par une licence. Et ça, M. Coder, M. Labo et bien d'autres sont dit, puis l'UNQ et la FQM ont dit oui, on a gagné. Ils n'ont absolument rien gagné, sauf le maire Coder et en partie le maire Labo, parce qu'entre 2010 et aujourd'hui, il y a quelques permis dans la région de Montréal et de Québec qui ont sauté, qui ne sont plus en vigueur. Donc, là, il y aura possibilité d'avoir un schéma d'aménagement révisé qui exclurait peut-être du domaine gazier et pétrolier des portions du territoire. Mais c'est juste pour vous dire qu'ici, par exemple, dans la MRC de Bécancour, de Binière, etc., le territoire est barré quasiment ad vitam aeternam parce que les compagnies pourront renouveler à loisir et à perpète, j'aurais tendance à dire, les permis d'exploration qui permettent la fracturation. Et je termine là-dessus en vous montrant ici une caricature de Grigno où on voit la loi 106 qui finalement permet le passage en territoire agricole des gazières parce que l'UPA n'a rien gagné là-dessus. Donc, en ce qui concerne les différentes réactions, l'Association des Premières Nations du Québec les Bradars, ça vaut la peine de le lire quand même. La PNQL dénonce le mépris, le manque de respect et l'irresponsabilité du gouvernement de Philippe Couillard. Par le projet de loi 106, le gouvernement du Québec confirme autant son incompétence que son arrogance en ce qui a trait à la gestion du territoire et des ressources que les Premières Nations souhaitent pourtant partager, etc. Le processus de consultation est bâclé ici. Il n'a vraiment pas mâché ces mots dans le communiqué de presse. La FQM demande un moratoire de 5 ans sur la fracturation hydraulique. Il le demande encore, sauf qu'on l'entend moins souvent à l'heure actuelle. L'UPA, elle, demandait à ce qu'on soustrait entièrement la zone agricole du développement des hydrocarbures. Là, malheureusement, il n'y a absolument rien dans le projet de loi qui le permet à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'au mois de septembre, dans les amendements qui avaient été proposés par le ministre Arcan, l'UPA le dit encore, Québec ne répond pas aux demandes des producteurs agricoles et forestiers, même s'ils seront les premiers confrontés au développement des hydrocarbures. C'est bien certain qu'on n'ira pas forer en plein centre de Montréal ou à Québec s'il y avait des permis. Donc, je termine ma présentation, ma deuxième partie,
en vous signalant ici une citation d'un historien des sciences, un Français, qui, dans un livre en 2013, disait que l'immense majorité des avancées, que ce soit il y a quelques siècles aujourd'hui, sont advenues à la suite de mobilisations extérieures au système officiel de régulation. Pour qu'un progrès émerge, pour que la précaution advienne, principe de précaution, il est préférable qu'existe une contestation extérieure à l'ordre expert, industriel et régulateur, pour ne pas dire établi. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Sur le projet de loi, je vais répondre à vos questions et ensuite on va laisser la parole à Mme Gendron dans quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions sur le projet de loi? Sinon, vous pouvez toujours la consulter ici. Oui? Bon, moi, mettons, demain, je vais acheter C'est quoi? une propriété. Une licence. Non, une propriété. Ah, d'accord, un lot. Oui. Un lot, une propriété en région. C'est pas un lot. C'est une propriété, mais Une propriété, n'importe laquelle. Est-ce que le notaire est obligé de nous faire mention de cette preuve? Bon. Parce que dans les faits, je ne suis pas une propriété, puisqu'on peut intervenir dans les propriétés. S'il y avait un permis qui était accordé, les notaires seraient tenus d'avertir tous les acheteurs de terre. Sauf que, étant donné que déjà une grande partie du territoire, plus de 50 000 km² qui sont déjà sous permis, le travail de rattrapage, parce que là, il s'agit de centaines de milliers de personnes possiblement, ça va prendre des années et des années. Et je crois qu'on va être dans une phase de transition où la Chambre des notaires et la section des notaires de telle ou telle région vont devoir se réunir pour essayer d'en arriver à avoir des actes notariés avec justement mention des permis d'exploitation et avec la mention aussi des différents pipelines et aussi des différents puits enterrés ou non. Donc, il y a énormément de travail et c'est pour ça qu'à les deux articles que je vous ai mentionnés tout à l'heure, que le gouvernement veut que ça ressorte un peu partout au Québec, que ça soit centralisé et qu'éventuellement les notaires puissent en disposer dans un registre provincial. Je ne peux pas répondre plus pour l'instant. Moi, j'ai une question. Oui. Tu as dit tout à l'heure par rapport à qu'on avait un gain, là, mais j'aimerais ça que tu précises davantage, parce que si les compagnies gazières viennent chez mon voisin, hein, puis que le voisin accepte, lui, là, alors il fort chez lui, mais chez moi, là, il va venir pareil par en dessous, là. Tu as tout à fait raison. Quand j'ai mentionné un gain tout à l'heure, c'était par rapport à la journée que tu faisais. Parce que la loi, là, elle était complètement, je dirais, en défaveur des citoyens à ce moment-là, dans cet article-là en particulier, où ça disait que le citoyen n'avait aucun moyen de se défendre vis-à-vis des gazières. Là, au moins, il y a une petite porte de sortie qui est celle du refus du sol. Donc, évidemment, si le titulaire du permis loue une terre ou s'organise pour avoir un terrain à proximité, il peut très bien aller à l'horizontale, comme je vous l'ai mentionné dans mes petits exercices avec les pads en rouge. Ils peuvent aller de loin, ils peuvent aller à 2-3 km de distance, ils peuvent passer sur votre terrain. Marc? Oui. C'est comme si maintenant, là, à Deschaillons, là, on n'aura pas de mine, on n'a pas assez de gaz pour tu sais, on n'aura pas à visite, mettons, de postage. Pas en premier lieu. Pas en premier lieu, mais on n'est pas à l'abri quand même des bris. Si à Fortierville, parce que nous, on s'en va dans le fleuve, l'eau s'en vient chez nous, là, on n'est pas à l'abri. Il y a un petit bassin versant qui nous met à l'abri, mais le bassin versant de la petite rivière du Chien, par contre, pourrait rassembler les activités et acheminer ça près du fleuve. C'est pas impossible du tout, puis ça peut se faire de manière souterraine également. Le problème que je vois quand même dans un premier temps, que je disais là-dessus, c'est que c'était déjà le cas en 2010, c'est quand même le camionnage. Ouais. Ça va être tellement incroyable que vous en pas, à moins que les compagnies fassent des pipelines à tout azimut, des aqueducs et des
litres de gaz. Mais encore là, ça va coûter très cher, je ne sais pas. Je crois qu'il y aura des inconvénients quand même. Parce qu'il y a quand même. Est-ce qu'ils vont aller retrouver la main pour sortir le gaz, ou sortir le matériel, etc. Je pense que les chemins vont quand même être utilisés drôlement par l'industrie. C'est très intensif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les règlements des patents. Les règlements. Les règlements. Bonne question, Dominique, je l'oubliais. On a essayé de savoir, par des députés interposés, c'est quand arrivaient les règlements. Parce que les experts indépendants, dont je fais partie avec M. Langelier, etc., on a eu plusieurs contacts avec le ministère et on a demandé à la sous-ministre de l'époque, les règlements, est-ce qu'on va les avoir avant la loi, pendant la loi ou après la loi? Elle dit, inquiétez-vous pas, vous allez l'avoir avant la loi. Elle était très très ferme. Quand le projet de loi a été déposé, on est revenu à la charge. Est-ce que les règlements sont en écriture? Oui, ils sont écrits, il n'y a pas de problème, on va vous les soumettre. Ça n'a jamais été soumis et on attend encore maintenant. Sauf que, en regardant les présentations de Kester affirme que les règlements vont sortir au mois de juin. Parce que M. Binion est plus au courant que moi, oui. Ben, est-ce que ça va être juin ou juillet, là? Je ne vais pas mettre au feu là-dessus. Mais les règlements, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 4 qui font 400 pages au total. C'est à peu près tout ce que moi je sais. À toi, Denise.